Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Aujourd'hui, c'est un voyage en Corse que nous vous proposons. Au milieu des montagnes, entre rivières, cascades et forêts majestueuses, nous irons à la rencontre de celles et ceux qui la connaissent le mieux. Tout au long du plus fameux des sentiers de grande randonnée, le GR20, nous allons aller à la rencontre de passionnés qui font de l'île de Beauté un lieu à part. En Balagne, après une halte sucrée, vous serez envoûté par l'histoire du village de Calenzane. Et là, tu es en plein cœur de l'histoire de Calenzane. Donc c'est un lieu un petit peu magique. Oui. Dans le cœur de la Corse, vous pourrez apprécier les beautés d'un patrimoine foisonnant. Puis monter à bord du célèbre Triniguello pour contempler des paysages uniques. T'as vu la vue là? C'est pas mal, hein? C'est splendide. Et c'est ça qui fait un peu sa renommée, c'est cette vue extraordinaire. Enfin, c'est à la pointe de l'île, là où les montagnes finissent, que vous découvrirez les secrets d'un terroir longtemps préservé. Atterrir devant un paysage pareil, c'est trop beau. C'est grandiose et c'est unique. Prenez une grande respiration et laissez-vous entraîner sur le plus merveilleux des chemins, le GR20. Créé au début des années 70, légende des sentiers de grande randonnée, le GR20 traverse la Corse en diagonale pour relier l'île de part en part, de Calenzana à Conca. Le sentier est d'abord pensé dans un esprit sportif, offrant peu de confort aux randonneurs. Il se pratiquait en autonomie et a longtemps été le royaume de montagnards avertis. Progressivement, la construction de refuges va permettre au tourisme vert de prospérer pour devenir aujourd'hui un rendez-vous incontournable des randonneurs du monde entier. Bordé par la Méditerranée, c'est en Balagne que démarre notre périple. Situé sur la côte nord-ouest de l'île, entre mer et montagne, ce littoral gorgé de soleil alterne entre criques rocheuses et fortifications génoises. C'est en compagnie de Stella Chamirian, photographe professionnelle, originaire d'un petit village de l'arrière-pays, que nous partons à la découverte de cette terre aux multiples visages. J'aime beaucoup venir le matin. La lumière est vraiment dans les teintes orangées, jaunes, c'est ma lumière préférée. La nature s'éveille, c'est calme. Je suis spécialisée dans le mariage, le baptême, et je suis vraiment axée sur la famille, les grossesses, les naissances. J'ai choisi de m'axer vraiment sur la famille, car je suis devenue maman, et pour moi, ça a été l'événement déclencheur quand ma fille est arrivée. Avant de partir à l'assaut des montagnes, c'est à l'île Rousse, une des principales villes de Balagne, que Stella va d'abord glisser ses pas dans ceux des bergers qui effectuaient la transhumance sur le GR20.
Chez Jean-François Loliva, elle va découvrir la recette des fameux biscuits corses, les canistrelli, qui servaient d'alimentation aux paysans lorsqu'ils étaient loin de chez eux. Bonjour Jean-François. Ah, Stella, comment vas-tu? Très bien, Tu et es toi? toujours aussi belle, ma Je suis petite. ravie d'être là. Je vais t'inviter derrière avec moi. Super, allez, Tu vas me suivre et on va attaquer de suite Je te suis. cette merveilleuse recette. Alors voilà. Voilà, c'est ici que tout se passe. Tu vois, d'ici, je vois absolument tout. J'ai les gâteaux en face de moi, le four est derrière moi, je vais te le montrer tout à l'heure. Voilà, mon plan de travail, il est ici. Alors, ici, nous avons le pétrin. Ok. Le pétrin qui date de plus de 50 ans. Voilà. Donc, il faut le bichonner. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, tout d'abord, tu as de la farine, évidemment. Tu as le sucre et la levure. Voilà. Alors, première étape, maintenant, on va mélanger tous ces ingrédients ensemble. Maintenant, on va intégrer le liquide, ce qui est Ok, important. super. Alors, tu me fais passer ça, si tu veux bien. Alors, voilà. Voilà. En premier lieu, on a l'huile. Donc, on arrête le moteur. Allez, le dernier des ingrédients, mais c'est le principal, c'est le vin blanc que tu vas me passer. Allez, hop. Voilà, tous les ingrédients sont dans le pétrin. Super. Maintenant, il ne nous reste plus que mettre ça en marche. Et c'est parti. Alors, 3 minutes, hein, le temps que tout se mélange. La base des gâteaux est toujours la même, donc le canistré fait avec le vin blanc. Après, je décline ça au cédrat confit, au citron confit, à l'orange confit, au chocolat, aux amandes, aux noisettes, à la figue. Oui, il y en a pour tous les Il y en goûts. a pour tous les goûts, voilà. D'accord. Voilà. La pâte est prête à être travaillée maintenant. Il ne nous reste plus qu'à la découper, à la mettre sur plaque et dans le four. Allez, je te propose d'y aller. Alors, Allez, c'est parti. un petit peu de farine par-dessus, le pétrin. Je suppose que tu as le même à la maison. Bien sûr. Tu sais à quoi ça sert. Oui. Voilà. Tu vois. On les découpe, on les pré-découpe en petits carrés. On les met dans le sucre. Allez, hop. C'est Tu vois. technique, le canistrelli. Hein. Eh oui, tout est dans le lancer, tu vois. Regarde. Allez, hop. Alors, Stella, tu sais que les femmes des bergers préparaient les canistrés exprès pour leur mari, comme elles n'avaient pas grand-chose à manger, si tu veux, après avoir fait cuire le pain dans le four à bois, il leur restait quelques ingrédients, et elles faisaient ce fameux canistril de manière à pouvoir leur donner à leur mari qui partait en transhumance assez longtemps. Donc, ils avaient de quoi manger assez facilement et une conservation qui était très facile. Oui, Voilà, c'est un gâteau qui se mange très simple. C'est n'importe très quand. très simple en conservation et on peut en manger à toute heure, voilà, sans trop en abuser quand même. Hein. Allez Stella, regarde, je vais te montrer la deuxième façon que j'ai de faire les canistries. Elle est un petit peu plus rigolote. Là. Ça aime bien. Les enfants, ils aiment bien, regarde. J'en ai entendu parler. Ah, tu as entendu parler. Alors voilà, il me faut un autre petit emporte-pièce, le doigt, regarde, hop, Ah, c'est rigolo. regarde. Ça plaît beaucoup aux enfants, ça. Tout est dans le coup de poignet. Dernière étape, la mix sur plaque. Les gâteaux sont prédécoupés. Une fois qu'ils sont sur plaque, ils vont se développer comme ils veulent. Il n'y a pas de moule, il n'y a rien du tout. Voilà. Et le gâteau, il est complètement artisanal. Voilà. Comme à l'époque. Les petites pépites concoctées par Jean-François vont maintenant cuire lentement. 45 minutes, c'est tout le temps qu'il faut pour que naisse la gourmandise à l'état pur. Allez, on va se boire un bon café avec les gâteaux Super. au soleil. On va goûter ça. Allez Stella, on se fait plaisir maintenant, après avoir bien On va travaillé goûter ce ça. matin. Très très bon. Qu'est-ce que t'en penses? Très croustillant, pas trop sucré, comme il faut. Juste ce qu'il faut. Tu as très bien travaillé ce matin. Merci à toi de m'avoir reçu. Ouais, ça m'a fait plaisir. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Moi aussi. Rassasiée et emplie de courage, Stella va maintenant partir pour Calenzana, village accroché à la montagne, au panorama unique d'où s'élance le GR20. Calenzana fut également le lieu d'une bataille mémorable, ainsi qu'une terre d'asile pour les chrétiens. C'est dans l'église Sainte-Restitude, entourée d'oliviers centenaires, que Stella va revivre l'histoire de la patronne de la Balagne.
Alors Isabelle, aujourd'hui on est ici devant la chapelle de Sainte-Restitude. Et là, tu es en plein cœur de l'histoire de Calenzane, au tout début de son histoire. Donc c'est une magnifique chapelle dans un beau cadre avec beaucoup d'oliviers. Et puis juste derrière, il y a le Monte Grosso, donc, qui est une montagne à presque 2000 mètres, tu vois, à quelques kilomètres de la mer. Donc c'est un lieu un petit peu magique. Oui. Et Sainte-Restitude, c'est une martyre qui est originaire voilà, d'Afrique, de Carthage. Et puis, comme beaucoup de martyrs, elle a décidé de quitter, de fuir son pays pour venir se réfugier ailleurs. Elle était chrétienne. D'accord. Et puis, donc, l'histoire de Sainte-Restitude raconte qu'elle a refusé de renier sa religion chrétienne. Donc, les Romains qui étaient basés aussi en Corse, s'en sont pris à elle et à ses compagnons. Donc, l'histoire raconte bien que ces pauvres chrétiens vont être martyrisés et décapités carrément sur la plage à côté de Calvi, la plage qu'on appelait la Marane à l'époque. Qu'aujourd'hui on appelle Sainte-Restitude. Et la plage qu'on appelle Sainte-Restitude, exactement. Bien des siècles plus tard, convaincu que le martyre de Restitude a bien eu lieu à Calenzana, c'est le père José Alberti qui va entreprendre des fouilles et découvrir le sarcophage des chrétiens persécutés. Donc là, tu vas voir le fameux sarcophage. Depuis ce jour, Sainte-Restitude occupe une place à part dans le cœur des Calenzanais. Et elle est devenue la protectrice de toute une région. Donc elle est tout en marbre avec des cannelures. Et puis regarde au milieu. Ça, c'est ce qu'on appelle le chrisme de Constantin. Et c'est ça qui fait la datation de ce sarcophage. Donc à l'intérieur, tu as les 6 corps qu'on a retrouvés. Et donc la légende du sarcophage dit que si tu mets ta main dedans, elle va ressortir desséchée. Voilà. Donc c'est parce que la curiosité est un vilain défaut. Voilà. Mais, donc tout a été refait après la découverte. Et moi, je trouve ça assez extraordinaire comme histoire. Ce village, au riche passé, fut également le théâtre des premières révoltes contre l'occupant génois, installé en Corse depuis plusieurs siècles. En 1732, la bataille de Calenzana marque un moment décisif durant lequel les habitants, à l'aide de simples bâtons et de ruches remplies d'abeilles qu'ils jettent sur les soldats adverses depuis les balcons des maisons, vont mater Génois et Autrichiens alliés pour la circonstance. Cet événement va mener la Corse quelques années plus tard vers son indépendance en 1755. Isabelle et Stella se dirigent maintenant vers les hauteurs de Calenzana. C'est au bout de ces quelques ruelles sinueuses que se dresse le départ du GR20 dans le sens nord-sud. Place aux premières marches de ce mythe dont nous partons maintenant à la conquête. Voilà, Stella, t'es arrivée au départ du GR20, lorsque on part du nord. Donc tu as le fameux sigle blanc et rouge, donc le GR, il est mythique. C'est considéré comme un des plus grands sentiers et un des plus difficiles d'Europe. À chaque fois, on essaye d'expliquer aussi qu'il faut se préparer, qu'il faut avoir l'habitude de la montagne. On ne peut pas y aller comme ça en dilettante. Mais franchement, les paysages sont tellement beaux qu'à couper le souffle. Merci Isabelle pour toutes ces informations qui vont m'être très utiles lorsque je vais commencer ma première étape. C'est au cœur du PNR, le Parc naturel régional Corse, zone protégée pour sa grande biodiversité et sa richesse patrimoniale, que Stella va s'attaquer au GR20 en compagnie de René Emery, guide de haute montagne et agent du parc. Bon, allez, parle-moi un peu de ce GR. Le GR, ça reste un gros morceau quand même. 180 km, 14 étapes, 12 000 mètres de dénivelé. Il faut être bien préparé, en bonne condition physique. On dit que c'est le sentier de randonnée le plus difficile en Europe, mais c'est vrai que c'est dur parce que c'est un terrain qu'on ne compte pas ailleurs. Il n'y a que des pierres, des cailloux, il y a des forts dénivelés. Ça monte, ça descend et il n'y a pas de véritable sentier propre comme on peut trouver dans les Alpes. Donc là, on est sur la 6e étape, entre le refuge de Tchot et le refuge de Mang.
C'est une étape qui passe au pied de sommets emblématiques comme la Paillerbe, le Tafunat. Donc la paille qu'on a à côté de nous. C'est vraiment la région montagneuse de la Corse, la région centre-montagne de Corse. Bon, pour l'instant, il n'est pas trop dur le GR, ça va. Alors toi, le PNR, ça fait combien de temps que tu y travailles? Moi, le parc, j'y suis depuis 32 ans, quoi. Oui, tu le connais très très bien alors le GR. Ouais, maintenant je commence à connaître l'itinéraire. Ouais, c'est surtout qu'on l'entretient, on le démaquise, on le balise, donc forcément, le sentier en lui-même, on le connaît. Ouais. Bon, j'espère qu'on va trouver une balise. Et tiens, il y en a une là-bas. Ah, génial. Oui, on peut pas la louper. Non, mais c'est fait exprès, on essaie de les mettre à vue. Et la consigne du randonneur, c'est dès qu'ils font 100 ou 200 mètres sans voir de balise, qu'ils retournent sur leur pas. Parce que des fois, il y a des centres d'animaux, tout ça, ils s'engagent dessus. Et il faut à tout prix que tous les maximum 100 mètres, il y ait une balise. Dès qu'ils s'égarent, qu'ils ne voient plus de balise, au lieu d'essayer de couper quoi que ce soit, il faut qu'ils retournent sur leur pas et après retrouver la balise qu'ils ont quittée et repartir de balise en balise. Là, tu vois, Stella, on est sorti de la forêt. On va faire juste un petit crochet par ces rochers. Bon, c'est un petit peu plus technique, mais Ouais, méchante technique, hein. ah, ça va. Derrière, on a une belle vue sur toutes les montagnes et la chaîne de la Paillerbe. Ah, ouais. Voilà, un petit passage raide. Hein. Tu feras attention, Stella. Oui, on va faire attention. Mets ta main là-haut, hein, ton pied là, voilà. Allez, pousse. C'est dur. Allez, on est sorti là, c'est fini. Et là, comment je fais? Je suis coincée. Vas-y. Il y a 2 mois. Non, non, allez, pousse. Allez. Voilà. Sur le GR20, après les efforts et les heures de marche, les randonneurs se voient très vite récompensés par des moments de pure contemplation. Ah, tu vois là, Stella, on arrive à un petit point de vue. Tu vois, je t'avais dit. Il est plutôt sympathique, hein. Cailloux. Ah. Voilà. Ça va être trop beau, Laura. Ah, en face, tu as la Tafunade, on voit le trou. Et si on a un peu de chance, on va voir les nuages qui passent à l'intérieur. Et je t'avais pas menti, c'est joli quand même ici, hein, Paillerbe, Tafunade et tout. Donc voilà, maintenant tu sais où c'est, hein, vous pouvez revenir en famille avec ta petite fille, c'est bien. Fortuna né destino mi incamminava sola all'acqua fresca con l'ombra di la luna per vicino in mano ilanciando a mio giarretta. Salut, je m'appelle Diana Saliged, je suis une chanteuse corse, auteure-compositeur et j'ai le chant dans la peau depuis toujours. Ça m'a toujours fasciné le chant corse parce que je trouve que c'est tellement fort que c'en est presque divin. J'aime le centre de la Corse parce que j'en suis originaire. Je suis originaire de Saliged, juste à côté de Corté. Mais quand on est corse, on n'est pas de Corté, on est de partout. C'est maintenant dans le cœur de l'île que notre aventure se poursuit. Au milieu de ces montagnes, pleines de mystères et de légendes, le sentier nous mène vers des terres d'accueil et d'ouverture. Niché dans un cadre merveilleux et véritable havre de paix, le couvent de Vico est un lieu emblématique où les maîtres mots sont humilité et partage. Abritant plusieurs communautés au fil du temps,
et devenant petit à petit l'un des centres religieux les plus importants de toute la Corse, le couvent n'aura de cesse d'être un endroit où pèlerins, fidèles et voyageurs peuvent faire une halte. Grâce à Diana, qui connaît bien les lieux, vous allez avoir le privilège d'en découvrir toutes les merveilles. Je suis enchantée de découvrir le couvent de Vico où j'ai eu la chance de chanter en votre compagnie. Cette histoire, elle commence à la fin du Moyen-Âge? Oui, c'est en 1481 que la 16e fondation franciscaine en Corse a lieu. C'est à la demande des habitants des environs et avec l'acquiescement donc, du seigneur Giovan Paolo de Lecca qu'aura lieu un premier lieu de vie. L'implantation de cette communauté franciscaine est une chance car ils seront véritablement les réconciliateurs de tout un territoire. Même si les franciscains font le vœu de vivre dans le dénuement le plus total, selon les préceptes de saint François d'Assise, ils vont, avec l'aide des habitants de la région, s'attacher à développer l'architecture du couvent de Vico, pour d'abord l'étoffer, puis lui donner une forme en U, typique de la Renaissance italienne. C'est d'ailleurs de cette époque que datent les nombreuses œuvres d'art d'exception qui ornent l'église, dont les trésors sont le Christ en croix, chef-d'œuvre italien, et le meuble de sacristie. Alors Morissette, ce Santo Francescone, je crois savoir qu'il vient d'Italie et que l'auteur est inconnu. Et l'auteur est inconnu, oui. C'est une œuvre majeure qui est en bois peint polychrome et qui relève du gothique international tardif, c'est-à-dire fin 15e, tout début 16e. Et qui a fait l'objet d'une restauration qui a donné toute sa vigueur et sa force à ce Christ qui ne semble pas mort, mais être endormi. Diane, nous voici maintenant dans la sacristie où nous découvrons à nouveau une œuvre majeure de la commande franciscaine. Ce meuble remarquable, datant de 1664, est composé de 2 corps formant un chasublier destiné au rangement des vêtements liturgiques. Son emblème principal représente les armoiries franciscaines, les bras entrecroisés de saint François d'Assise et de Jésus-Christ. Qui a réalisé ce fabuleux travail d'ébénisterie? Il s'agit d'un religieux franciscain de Corté et on peut admirer le travail d'ébénisterie et le travail de sculpture. Quand vous regardez la frise qui associe des animaux et de la végétation, on voit là un travail exceptionnel qui est dans un état de conservation parfait. Ce meuble est un vrai chef-d'œuvre. Merci profondément, Morissette. Merci à vous aussi. Après cette pause spirituelle, Diana se prépare maintenant à affronter à son tour le GR20. Au cœur des montagnes corses, dans la vallée du Manganello, non loin du Monte d'Oro, un des principaux sommets de l'île, Diana retrouve Florian, accompagnateur de moyenne montagne et agent du parc naturel régional corse, pour découvrir une espèce d'arbre endémique, le pin lariccio. Eh bien, c'est magnifique, hein. Florian, merci d'avoir accepté de m'accompagner dans ce lieu qui est cher à mon cœur et de me le faire un peu redécouvrir. On va s'avancer un petit peu sur le GR là, pour découvrir tous les trésors cachés de cette partie du sentier qui, à moi aussi, est cher à mon cœur. C'est le Manganello et Diao Andemo. Hein. Allez, Andemo. En tout cas, ça me fait trop plaisir de revenir ici parce que le Manganello, c'est une vallée que j'adore. Magnifique, hein. C'est vraiment une vallée que je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de magique. Tu vois, la forêt, le fleuve qu'on entend où qu'on soit. C'est envoûtant. Ouais. Et les jours d'orage. Je suis arrivée là un jour d'orage, je te dis pas. Tu sais pas si tu sortiras indemne de cette forêt. Elle a un côté magique et presque un peu inquiétant. Voilà. Mais aujourd'hui, on est sans danger, n'est-ce pas, très cher? Avec moi, tu risques rien.
Enfin, c'est pas pour rien que tu viens avec moi en montagne, hein, autrement. Je suis rassurée. Ah, bon. Diane, on s'arrête 2 minutes là. Allez. J'aimerais qu'on parle de cet emblème de nos forêts, de la Corse et aussi du GR, hein, puisqu'il est présent tout le long du circuit, le pin lariche. C'est le roi. Le roi de nos forêts. Voilà, c'est un arbre qui est quand même assez imposant, qui peut faire plus de 40 mètres de hauteur, qui peut vivre plusieurs siècles, qui est considéré à l'international comme un bois de haute qualité, parce qu'il a été pendant très longtemps utilisé notamment dans la marine, dès l'Antiquité. Moi, j'avais entendu que les Grecs et un petit peu tous les gens du pourtour méditerranéen en raffolaient pour les mâts. Pour les mâts de bateau, du fait c'est droit, qu'il est c'est fort. un fût rectiligne très droit. Et c'est un endémique que l'on retrouvait à l'origine qu'en Corse et qui a été, pendant le 19e siècle, exporté sur le continent. Mais là, on est sur l'étape Petrabiane à Londe, sur le GR20, et c'est l'allié du randonneur parce qu'on est en milieu d'étape. Et on est à l'ombre de cet arbre majestueux. Ah oui, on ne craint pas la canicule l'été. On y est, non, bientôt? On arrive bientôt. Tu es pressé d'arriver? Tu es fatigué? Je suis un peu fatiguée, surtout Adjuna va, mais j'ai trop faim. Quelques minutes et on va pouvoir se restaurer. Bah, je souffre sur ce genre de truc. Je sens plus mes jambes, là. Tu vas pas me faire croire ça. Mais ne te plains pas, il n'y a rien de plus facile. Là, on arrive aux bergeries de Tôle dans quelques minutes, donc... C'est là qu'on va se restaurer, hein. Ouais, on va faire une petite pause. J'ai hâte. Hein? C'est cassant le GR quand même, hein. Ouais. C'est caillouteux. Ça se mérite. Le sentier a été tracé en fonction d'anciens chemins de transhumance, utilisés pour les estives, période de l'année où les troupeaux sont en montagne afin d'y passer l'été. Aujourd'hui, plusieurs bergeries continuent d'exister grâce à leur proximité avec le GR. Bergerie de Tôle, là. Chez Pierre-Thomas Graziani. Il est fermé, hein, puisqu'il n'est là que l'été. Enfin, à partir du 15 juin, il monte son troupeau. 200 chèvres, 250. Pas mal, quand même. Et elles partent se promener sur le GR. C'est elles, les championnes du GR, je crois. Ah ouais, elles battent tous les records. Ah, on va pouvoir se poser, ça fait du bien. Bon, ce qui est bien, cette randonnée, on est sur le GR, mais c'est accessible pour les familles, les enfants. Il y a souvent des enfants. D'ailleurs, l'été, quand tu arrives, bon, après, tu as aussi une épicerie magnifique à disposition des randonneurs. Hein. Tu arrives ici, tu manges une petite salade de fruits. Il n'y a pas énormément de bergeries qui ne sont pas des refuges du parc. Qui maintiennent encore une activité agro-pastorale sur le GR. À l'origine, le GR, il a été principalement créé pour ça, hein, pour essayer de maintenir une activité en montagne, et permettre aux bergers de continuer à vivre de leur activité. C'est une valeur très importante au niveau patrimonial pour la Corse. On se mange un bon? Allez. Mangiamo un pezzadelo. Mais il est au fromage quand même, hein? On est dans le thème. Allez, il sera quand même bon à cette heure-ci. Ça fait du bien. Je crois qu'on a fini notre spontine, notre casse-croûte. On va remonter le long du GR. On ne va pas forcément rester sur le sentier. On va essayer de se rapprocher parfois de la rivière pour découvrir les vasques. Formées par l'érosion des glaciers au fond des vallées, ces véritables piscines naturelles sont comme sculptées dans le granit et font la joie des randonneurs qui peuvent s'y baigner quand le temps le permet. Donc, tu vois, ça c'est une des vasques du Mangané, loin. Il y en a plein tout le long, à partir de ce point-là. Mais malheureusement, à cause de la météo, on ne va pas trop pouvoir s'attarder dans la rivière. Ça fait bien 10 minutes, un quart d'heure quand ça peut voir. Ça s'est bien bouché. Oui, et puis il faut faire attention. En montagne, on le dit souvent, quand il y a l'orage, eh bien, il faut vite quitter les berges des fleuves, car l'eau et la crue arrivent très vite. Ça arrive très vite, donc on ne va pas prendre de risques et on va aller se mettre à l'abri. Oui, merci beaucoup Florian. Merci à toi. J'espère à la prochaine. Et on va vite rentrer au chaud. Notre aventure sur les traces du GR20 continue maintenant dans une région où la ferveur et l'amour de la terre ont décidé de l'avenir de tout un peuple.
comme la puissante Restonica, rivière qui, selon la légende, ne s'est jamais tarie. Même lors des plus grandes sécheresses, la ville de Corte a de tout temps surmonté toutes les épreuves. C'est dans cette cité légendaire que Diana a rendez-vous avec Maria pour retracer les plus belles heures de la capitale historique de la Corse. Je suis très contente d'être avec toi pour fouler les pierres, les dalles de cette citadelle, puisqu'en plus je suis originaire de cette région. La citadelle, la découvrir avec toi, c'est important car c'est un endroit décisif, la citadelle de Corte, de l'histoire de Corse. Tout à fait, Diane. Cette citadelle de Corte, qui date de 1419, et là on est vraiment à l'intérieur de cette citadelle à proprement parler, ce que l'on appelle communément le nid d'aigle, on la doit à Vincentello d'Istria, qui l'a conçue donc en 1419. Alors Vincentello, contrairement à toi, n'était pas originaire de Corte, mais originaire de la Cinarca. Il fait partie de ces grands seigneurs que l'on va appeler les Cinarchesi, tu connais ça tout à fait. Alors pourquoi cet endroit était si important pour Vincentello? Pourquoi est-il venu comme ça à l'intérieur des terres, alors qu'originaire plutôt de cette région d'Ajaccio? Parce que ici, là où nous nous trouvons en plein centre de la Corse, c'est réellement un verrou à plus d'un titre. Déjà, c'est un verrou géologique. C'est ici qu'on se trouve dans la confluence en fait du massif granitique et de cette présence schisteuse que l'on retrouve à l'est de la Corse. C'est le cœur de la Corse, comme Mais tout à fait. Alors, vraiment, c'est la limite entre l'An-Deçà-Démon et l'Au-delà-Démon. Mais si je comprends bien, Marie, au fil des siècles, quelle que soit la personne au pouvoir, corse, génois, français, cet endroit, il reste stratégique pour la guerre, pour la protection. Et c'est un vrai panorama, un mirador de guerre. C'est exactement ça. On est en plein centre, c'est le verrou. La connexion aussi de toutes ces routes, qu'on vienne du sud derrière nous, le nord en face, voilà, place stratégique, s'il en est en Corse, que cette ville de Corte et cette citadelle de Corte. Et ça restera voilà. Pour les Corses quelque chose de symbolique. Mais et c'est de très toujours fort. la capitale historique de la Corse. J'ai même envie de dire la capitale de cœur. Mais tout à fait. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est exactement ça. Pour achever son périple le long du GR20, Diana décide d'emprunter le légendaire Trinighello, en compagnie de Pierre Fanti, qui connaît l'histoire de la ligne comme personne. Créé en 1855, sous l'impulsion du général Conti, le chemin de fer corse est le fruit d'un chantier titanesque qui va permettre au petit train de sillonner entre montagnes, rivières et falaises. Ah ouais, ça y est, c'est magnifique. Voilà. T'as vu la vue là? C'est pas mal, hein? C'est splendide. Et c'est ça qui fait un peu sa renommée, c'est cette vue extraordinaire. Ouais. Je crois savoir que si on l'appelait Trinighello, c'était pour le verbe corse triniga. Voilà, Or, ça. On peut le voir, on ne bouge pas tellement dans ce train. Non, ça va, ça va. C'est beaucoup mieux. Le confort, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a quelques années. Hein. C'est évident quand on regarde la ligne et quand on évolue dessus. Il y a eu une vraie prouesse technique, des défis technologiques pour l'époque. On est à la fin du 19e et je crois qu'on arrive à amadouer le relief corse. Ça, c'est pas gagné. Hein. C'était pas gagné. Non. Ils ont fait quand même des choses extraordinaires. Tous ces ponts, tous ces tunnels, tous ces viaducs. Il y a 3540 ouvrages d'art. Avec ses 61 viaducs et 57 tunnels, long de 232 km, le réseau actuel dessert 16 gares et permet aujourd'hui à de nombreux passagers et voyageurs de traverser la Corse de Bastia à Ajaccio. Le premier tronçon qu'ils ont fait, c'est le tronçon entre Bastia et Corte. Avec l'ouverture de la gare de Bastia. Ouais, et puis la gare de Corte qui a été inaugurée en 1887. Et puis après, ils ont fait le tronçon. Ils étaient partis d'Ajaccio et ils ont fait le tronçon pour se réunir à Vitsavone. Le train arrive, c'est une nouvelle technologie, mais je crois que ça n'a pas plu à tout le monde au début, notamment les muletiers, les gens un peu traditionnels. Il y a la chanson, la fameuse chanson de Charles Raux,
Udrenu di Ostia. Udrenu di Ostia. È fatto per gli signori. Ah oui, il est fait pour les seigneurs. Ah, Donc ouais, c'était ouais. un petit peu. C'était une peur. lamentation des gens qui avaient des charrettes, des bergers, des machins comme ça. Oui, comment on va faire si la modernité Eh tue ouais, ce ouais, que nous ouais, sommes? ouais, ouais. Déjà à l'époque, on avait un petit peu peur de disparaître. Ouais, mais bon, tu vois, on est toujours là, on n'est pas disparu. Tiens, regarde, on va passer sur le pont. Le pont du Vecchio, là, bientôt. Hein. Un des plus gros ouvrages. Ah ouais, ouais, qui ouais, soit, c'est Gustave Eiffel qui l'avait fait. d'où son nom, donc. Ouais, ouais, ouais. Et ça a été ça aussi une prouesse technique. Eh oui. Le pont Eiffel, c'est quand même une des stars de ce réseau ferroviaire. Eh ouais, eh ouais. Il a été fait avant la Tour Eiffel, en 1890. 170 mètres de long, 94 mètres de haut. C'était quand même une prouesse technologique à l'époque hein, pour faire ça. Hein. Eh bien, Pierre, merci. Hein. J'en ai pris plein les yeux. Ça m'inspire tout ça, les paysages. Après cette étape dans le cœur de l'île, notre voyage nous transporte maintenant vers le sud et son littoral enchanteur, là où la montagne se fond dans la mer. C'est non loin de ces plages, près des marais salants de Porto Vecchio, qu'est originaire Don Matthieu Santini. Véritable enfant du pays et enseignant-chercheur à l'Université de Corse, il nous emmène à la découverte de sa région. Mon cœur de recherche, c'est les contes, les légendes, les mythes. Et je travaille là-dessus, j'accompagne des étudiants en thèse. Toute ma vie a été portée par le récit. Mon père, lors des soirées d'hiver, nous racontait des contes, des légendes. Et ça a bercé mon enfance. La Terre, ce n'est pas une chose étendue devant nous. C'est une partie de ce que nous sommes. Nous, on est une partie de ce qu'elle est aussi. Cette Terre, elle respire en moi et j'espère que je ne lui fais pas trop de mal en respirant au-dessus d'elle. Pour nous faire partager son amour pour la Corse, il quitte les plages de Porto Vecchio pour gagner le GR20. En passionné de nature sauvage, Don Matthieu retrouve Romano Alifanti, accompagnateur en moyenne montagne. Ils vont maintenant partir tous les deux à la découverte des richesses naturelles de ces hauts plateaux où pozzine et faune sauvage cohabitent depuis toujours. C'est quand même un endroit paradisiaque, le plateau du Cochon, 7000 hectares de pozzine, de verdure, de plantes endémiques. C'est un patrimoine extraordinaire. C'est un patrimoine extraordinaire, l'été peuplé d'animaux sauvages. Donc là, si tu veux, on est sur le sud du GR, qui est beaucoup moins alpin que le nord. Les étapes sont plus planes, mais elles ne sont pas plus faciles, parce qu'il y a de la distance, il y a encore du dénivelé. Quand tu arrives là, tu es dans la 13e étape, et donc tu es déjà fier d'être arrivé jusque-là. Il va falloir qu'on accélère un peu le pas, parce que là, c'est une marche un peu... on a le temps. Des marches de sénateur, là. Oh, ça fait rien, on a le temps. On a le temps, c'est le paradis, c'est la liberté. Ah, nos fameux chevaux du Cochon, qui vivent là en liberté toute l'année, tranquille peinard à brouter l'herbe fraîche et des pozzines. Ah, ils sont même pas sauvages, ils viendraient presque te manger dans la main. Oui. Ah, c'est belle, hein. Ouais, ils sont beaux, il y a des animaux en bonne santé, hein, regarde. Allez. Ouais, ils sont habitués à voir passer du monde. Hein. Bon, donc là on y est, hein. On arrive, hein. C'est fini les vacances, c'est fini le train de sénateur. Maintenant on va attaquer le GR. Sérieux. Donc là on est sur l'étape qui normalement part du refuge d'Ucciolo jusqu'à Asinau. Donc nous on va partir par là tranquille. C'est un peu plus caillouteux, c'est un peu plus montagneux.
ça a un petit air de haute montagne. Allez, on est parti, zou. Romano et Don Mathieu arrivent maintenant près de l'un des joyaux du plateau, les Pozzines. Ces formations végétales que l'on retrouve entre 1600 et 2200 mètres d'altitude constituent un milieu naturel très riche et jouent un rôle important dans la régulation des cours d'eau, surtout pendant les sécheresses estivales. Les Pozzines sont également une source d'approvisionnement idéale pour la faune sauvage. Chevaux, vaches et cochons qui peuvent paître en toute tranquillité dans cet écrin de beauté. Là, on est vraiment sur la Pozzine à l'état sauvage. Il n'y a personne, c'est désert, l'eau a repris ses droits, ça coule. Écoute cette musique, toi qui es musicien. Quand on dit là, quoi. Quand on dit là, quoi. C'est magnifique. Bon, donc, là, tu m'as dit, c'est fini la marche de sénateur, mais bon, c'est assez tranquille. Oui, c'est un cadre magnifique. C'est assez tranquille. Que tu crois? Oui, oui. Là, on est à la plage, on pourrait marcher en thon. Oui, d'ailleurs, c'est... Mais quand le randonneur, il arrive là, il se dit, tiens, ça y est, on a fini, il nous reste 2 étapes. Alors, on est en Irlande, là. Mais oui, on est en Irlande, mais tu vas passer de l'Irlande presque à l'Himalaya. Bon, on va voir. Tiens, on va voir, tu vas découvrir si tu ne connais pas. Mio gomba messaggera chi parti per lungo viaggio traversa la corsicantera Uluzidelu e Luca Bradio. Quello, Don et rouge. Bon, allez, Odon, là on a bien avancé. Là, je vais te proposer une vue magnifique sur l'Alcudina et sur un des plus bels endroits du plateau du Cochon, le Basso Ritondo. L'endroit est magnifique, un endroit sauvage face à la montagne. Ça changera face à la mer. Les maîtres du monde. Comme. Ah, donc on va se caler là et on va admirer. Ah, si c'est pas joli ça. Paysage désert en cette saison. 180 degrés de bonheur. Magnifique ce 180 degrés. Et puis regarde cette luminosité. Les couleurs. Ces couleurs, tu vois des choses que, bon, d'abord, les arbres n'ont pas de feuilles, donc ils ont une couleur différente. Regarde ce gris. Ah, c'est magnifique. Avec le gris. Il y a un dégradé terrible, il y a une lumière qui est exceptionnelle. Quand tu arrives là, tu as tout gagné quand même. Ah ouais. Quand tu arrives devant un paysage pareil, c'est trop beau. C'est grandiose et c'est unique. Eram in campo gli amore cadevano più Au bout du GR20, juste avant la mer, se trouve le domaine de Toraccia. C'est sur ces terres, à flanc de coteaux, que Don Mathieu retrouve maintenant Marc Humbert, viticulteur. Comme son père avant lui, Marc fait revivre des cépages corses longtemps oubliés, qui sont aujourd'hui parfaitement adaptés au climat et à la géographie de ce terrain très particulier. Et ça, c'est une histoire de famille en fait. Alors oui, tu connais bien mon père. Il a créé le domaine... en fait, les vignes ont mon âge, 64. Ça a été créé en 64. Et il a commencé ça avec une idée de passionné en disant que les cépages corses étaient en train de disparaître. Et donc, il a cherché ces cépages et il a replanté au moins 3 cépages
qui sont le Nilucciu, le Chacarello et le Vermentino. Et depuis, on a découvert au moins une quarantaine de cépages indigènes spécifiques à la Corse. Et d'autres vignerons ont repris le flambeau aussi là-dessus, c'est très intéressant. Là, on est à un endroit qui est le point le plus élevé. On est à peu près 300 mètres d'altitude et le domaine est en escalier tout autour de ce relief. C'est très complexe, comme tout ce qui se passe en Corse d'ailleurs, mais ici particulièrement. Et on est donc là, il y a les aiguilles de Bavel, la montagne, l'Alta Rocca qui se trouve là-bas. Oui. Et on a le GR20 qui arrive ici, et la baie de Pinarel et la mer. Ce qui était un contexte très particulier de chez nous. On est plein d'extrêmes de climat. Ça crée la spécificité de ta vigne. Ça fait ça, plus aussi toute la diversité des sols. On a pratiquement toutes les orientations. Voilà. C'est en colimaçon un peu ailleurs. Et c'est ce qui est fascinant, c'est que justement, on n'est pas dans le train-train habituel. On a toujours des adaptations, des remises en cause. Et tout au sujet de ce domaine, c'est plein de contrastes. Pionnier de l'agriculture biologique avant l'heure, Marc et sa famille ont toujours pris soin des vignes et de leurs terres. Brandon, tu vas m'aider à faire un... Ça, c'est un geste traditionnel, le souffre-fleur. Ah oui, je connais. Avec Don Mathieu, ils vont maintenant répéter des gestes ancestraux à l'aide de produits naturels qui servent à protéger les raisins contre les maladies et les intempéries. T'es prêt à attaquer? On y va. Tu attaques en premier ou je te montre? Ah non, ça va, je... C'est bon. Je faisais ça quand j'étais petit. Oui. Voilà. Voilà. Doucement, pas trop, hein, c'est ça. C'est bon, comme ça, c'est le bon. Ouais. T'es un peu généreux, mais c'est bon, ça va. Faire du bio, c'est un acte d'amour. Ça se commande pas. Et on s'aperçoit qu'il faut utiliser les produits qui sont le moins agressifs possible, qui sont plus en symbiose avec ce que la plante est dans son environnement. Et là, c'est un stade, tu sais, c'est un stade où la vigne est très fragile. Ce qu'on redoute le plus là maintenant, c'est les attaques de mildiou sur grappe. Tu vois. C'est pour ça que j'ai introduit le cuivre à ce stade-là au poudrage. Ça permet d'avoir une protection. Oui, selon les étapes aussi, tu peux utiliser tel ou tel. Parce qu'en fait, c'est des petits bébés là en ce moment. C'est des tout petits bébés. Donc, si les bourgeons commencent à être atteints, c'est la fin de la récolte en fait. Tu peux avoir une attaque de mildiou dessus. Progressivement, tu verras ta grappe disparaître. Ah d'accord. Ah ouais, c'est... Là, il est en train de crier, fort. Hein? Il est en train de crier le bébé là. Il est en train de crier, ouais. Il fait mal. Tu lui arraches la tête. Ouais. Excuse-moi. C'est au bord de la mer que s'achève le périple de Don Mathieu, dans la ville portuaire de Porto Vecchio. En compagnie de Sandrine Rinaldi, nous allons retracer le passé de la citadelle génoise. Cherchant à se protéger des invasions barbares, la création du Bastion de France, lieu hautement stratégique, a permis pendant des siècles la surveillance de tout le golfe de Porto Vecchio. Donc voilà, ça y est, on est sur la terrasse du Bastion de France. Donc là, comme tu peux remarquer, on voit tout le point stratégique. Donc la marine, la citadelle et la montagne. Porto Vecchio, avant l'arrivée génoise, il n'y avait personne en fait. C'est les Génois qui sont arrivés avec une idée derrière la tête, celle de construire un édifice défensif pour protéger des terres céréalières qu'ils allaient mettre en production. Parce que c'était un des gros problèmes de Porto Vecchio, c'était les incursions barbares. Parce que toutes les terres importantes, elles se trouvaient derrière toi. Elles étaient réparties entre la campagne et la montagne parce qu'elles étaient exploitées. C'est là où tu avais le bétail, c'est là où tu avais les cultures, l'agriculture. Ah oui, d'accord. Donc toutes les terres en fait, du littoral n'étaient pas du tout exploitées comme aujourd'hui. Elles n'étaient pas saines. Porto Vecchio, c'était que des marécages. Donc paludisme, malaria. Les terres du littoral, c'était les cités malsaines en fait. Donc à qui on les donnait?
aux femmes. Aux Mais femmes. y compris derrière, c'est-à-dire y compris Oui. toutes Bah, je dirais aujourd'hui les plages de qui est sable blanc incontournable, d'aujourd'hui, ce qu'on met etc. aujourd'hui en avant, nos Voilà. plages, hein, les plages de Porto Vecchio, donc toutes Et les les filles anses. qui héritaient de sable, la terre n'était pas riche. Ce qui n'était pas mis en avant avant, donc tout ce littoral, bah voilà, ça a pris de l'importance. C'est par un chant d'amour à la terre que nous quittons la Corse et que se termine notre voyage le long du GR20. Oh quanto è bella violta là fronte pare la neve chi sta sull'alto monte e di zucchero e di mele e di latte puro fonte. Sur ces sentiers, dans ces villages ou sur ces plages, l'île de Beauté vous réserve encore de nombreuses surprises et des merveilles à n'en plus finir. O tutto l'oro, quello che ha Turchia, con tutto quello di aguluneria. Una basta per pagarla, cara la tua simpatia. Tutta la tua simpatia.